Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Dans le premier épisode, nous nous sommes quittés devant la porte de la maison de Rose et d'Auguste. Descendons maintenant les quelques marches en pierre du perron pour nous rendre dans le parc où se trouvent d'autres bâtiments que Rodin a installés au fil du temps. Toujours en compagnie de Bénédicte Garnier, responsable du musée Rodin de Meudon, on découvre un autre pan de la personnalité du maître qui m'a fascinée. Rodin, le collectionneur. Alors nous sommes sortis de la maison et nous sommes exactement à l'endroit du pavillon de l'Alma qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, hélas. Alors c'est un pavillon en fait que Rodin avait fait construire à l'origine place de l'Alma à Paris pour installer sa première grande exposition en marge de l'exposition universelle de 1900. Et en 1901, il va faire remonter ce pavillon à Meudon pour installer ses plâtres, pour avoir vraiment un espace gigantesque pour ses plâtres et ses collections d'antiques aussi. Et c'est là qu'il va travailler à Meudon et non plus dans le petit atelier de la Villa des Brillants. D'accord. Ce pavillon de l'Alma, il a joué beaucoup, je crois, dans sa carrière pour faire reconnaître ses œuvres à l'international. Oui, l'exposition de l'Alma en 1900, c'est vraiment un point très important puisqu'il va exposer une grande partie de son œuvre qui est déjà réalisée à l'époque, comme le Balzac, comme la Porte de l'Enfer, les Bourgeois de Calais. Et il va présenter son œuvre donc un peu au monde entier, puisqu'il va y avoir des visiteurs du monde entier qui vont venir voir cette exposition à Paris. Et cette exposition sera le départ d'une renommée encore plus importante de Rodin et de commandes de sculptures par de nombreux collectionneurs, aussi bien privés que par des musées. Ça va marquer aussi un tournant dans sa carrière. C'est un tournant dans sa carrière, oui. Très malin de sa part d'avoir pensé à faire ce pavillon. Très malin, oui, et de s'être mis à la fois un peu en marge de l'exposition universelle, mais quand même très proche des autres pavillons de l'exposition universelle. Fin stratège, ce Rodin. C'est très champêtre, c'est très joli. Oui, là on est dans la prairie, donc ça c'est un terrain que Rodin a acheté et où il exposait entre autres sa statue de Balzac qui a été photographiée là à la lumière de la lune par le photographe américain Edward Steichen. D'accord. Elle est toujours là ? Alors là c'est une reproduction en résine qui évoque en fait cet instant dans la vie de Rodin. D'accord.
Donc le jardin, c'était aussi une sorte d'atelier à ciel ouvert, où il faisait photographier ses œuvres, où il testait aussi des idées de socle et de hauteur pour présenter ses sculptures. Et il avait comme ça monté un grand échafaudage à côté de la villa pour voir la hauteur des bourgeois de Calais et à quelle hauteur on pourrait les présenter sur une place publique. J'ai lu qu'il considérait que la sculpture était un art de plein air. Oui, il considérait que c'était la lumière naturelle qui mettait le plus en valeur la sculpture et le modelé de ces sculptures en particulier. Et la lumière, c'était évidemment le plein air. Ça pouvait être après les lumières dans les ateliers avec les grandes fenêtres, mais aussi parfois des drapés jaunes qu'il rajoutait pour créer encore d'autres lumières. Et puis, on se souvient de ses visites à la lumière de la bougie dans l'atelier des Antiques en particulier pour admirer tous les détails de la sculpture. Donc la lumière est très présente en fait dans son travail de réflexion et d'observation. Oui, il s'intéressait aussi beaucoup à la lumière dans ses expositions, que ce soit en France ou à l'étranger. Il s'intéressait beaucoup à la manière dont ces sculptures étaient présentées et entre autres à la lumière. Alors, c'est quelque chose qui me vient en tête en vous écoutant. Je me dis, est-ce que cet intérêt pour la lumière ne vient pas aussi finalement de l'époque et peut-être du fait qu'il soit ami avec Monet, donc les impressionnistes et tout le travail avec la lumière qu'ils ont fait sur leurs œuvres. En tout cas, il y a un intérêt à cette époque pour la nature et pour la création dans la nature avec les peintres qui souhaitent désormais créer en plein air. Pour la sculpture, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des problèmes techniques plus importants et de transport donc il n'y a pas vraiment d'atelier en plein air, mais en tout cas une exposition et des photographies des œuvres en plein air dans la nature. Installé à Meudon, Rodin achète des antiques. Ce sont des marbres gréco-romains imposants, des sculptures égyptiennes et médiévales. Chaque acquisition témoigne de son admiration pour les maîtres du passé. Des œuvres qu'il faut protéger, étudier et montrer à ses visiteurs. Et pour cela, Rodin a besoin d'un lieu. En 1900, il fait construire un bâtiment tout proche de la maison pour héberger sa collection. C'est l'atelier des Antiques dans lequel nous entrerons dans quelques instants. Mais plaçons-nous devant. De l'extérieur, c'est un bâtiment orné d'un fronton à l'antique, avec de grandes fenêtres qui permettent à la lumière de pénétrer à l'intérieur pour magnifier les œuvres. Comme dans un véritable atelier de sculpteur, les œuvres sont présentées sur des palettes, des sellettes ou des socles drapés de tissu. Nous voici donc dans l'atelier des Antiques, où on découvre le Rodin collectionneur. Alors c'est un bâtiment que Rodin a fait construire en 1900, à la fin de son exposition place de l'Alma, pour abriter essentiellement, pour exposer sa collection d'antiques qui devenait de plus en plus importante, et en particulier les plus grandes pièces. Comme vous voyez ici, il y a des œuvres grandeur nature, des antiquités gréco-romaines, des antiquités égyptiennes. C'est un lieu que nous avons reconstitué en 2018 pour présenter une partie de cette énorme collection d'antiques. Ok, donc on peut également décrire donc, ce lieu qui est un atelier d'artiste. Oui, il y a une mezzanine avec un escalier et énormément de fenêtres pour faire rentrer la lumière toujours. Et vous voyez qu'ici, il y avait encore 2 grandes fenêtres qui ont été bouchées, mais qui apportaient encore plus de lumière à cet atelier.
Et cette idée de la mezzanine et de l'escalier, on la retrouvait aussi dans le pavillon de l'Alma, tel que Rodin l'a fait reconstruire à Meudon. Et il avait comme ça cette vision d'en haut et avec une certaine distance sur ses œuvres. Et donc on montait voir les œuvres depuis cette mezzanine. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur sa passion pour l'antique et quel est le lien avec ses propres œuvres ? Alors cette passion pour l'antique, elle n'est pas nouvelle puisque en tant qu'artiste, je dirais éduqué au XIXe siècle, la base de l'éducation artistique, c'est aussi la copie d'après l'antique. Donc c'est l'enseignement qu'il a reçu quand il était jeune artiste. Mais dans ces années 1890, quand il commence vraiment à collectionner les antiques et à revenir à l'antique, ce n'est plus du tout une antiquité copiée, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a complètement digéré, intégré, et en fait, il va créer peut-être en miroir de l'Antiquité, mais pas du tout en copie de l'Antiquité. Et c'est vraiment c'est dans l'Antiquité qu'il trouve peut-être des germes pour créer la modernité. C'est-à-dire que c'est un lien qu'il crée entre le passé, le présent, le futur dans sa sculpture. Mais c'est vrai que cette boulimie pour l'antique à travers la collection, elle dépasse aussi son intérêt pour l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de vivre au milieu des antiques, de pouvoir les regarder quotidiennement, peut-être pas vraiment de s'en inspirer, mais en tout cas d'avoir un compagnonnage avec cet art du passé. D'accord. Et puis bon, son œuvre est quand même basée sur la beauté du corps humain, donc on retrouve ça aussi dans les statues antiques. Oui, on retrouve cette beauté. On retrouve aussi une sculpture qui est souvent fragmentaire à travers cette collection d'antiques. Et on sait que Rodin va s'intéresser dans sa propre sculpture à créer des corps qui vont être partiels, comme l'homme qui marche, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de bras, et qui est souvent comparé à une statue antique. Oui. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Écoutez, Là, on a la lumière qui arrive un peu. Voilà, c'est le... Voilà, elle nous attendait. La voilà, effectivement. Elle se reflète sur les œuvres. Donc, c'est vraiment un atelier à visiter aussi quand on vient à Meudon. Il faut vraiment venir dans l'atelier des antiques. Oui, il est bien sûr ouvert au public, comme la villa et comme la galerie des plâtres. Je ne sais pas vous, mais cet épisode me fait envisager un autre Rodin. Je comprends mieux la modernité de son art pour l'époque. Un Rodin plus stratège, peut-être plus passionné aussi que je ne l'imaginais. Dans le prochain épisode, nous visiterons la galerie des plâtres. Elle a été construite après la mort de Rodin dans les années 30. À très vite. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci